J'avais évoqué mon envie de faire un hors-série sur les jeux vidéo, et je me suis rendu compte que le sujet était bien vaste pour mon humble podcast. Il existe en plus pas mal de formats qui traitent déjà de ce sujet, avec suffisamment de profondeur pour que je ne puisse prétendre apporter quoi que ce soit de plus. Pour autant, ce podcast étant littéralement un journal de bord, je me suis dit que j'allais en toute simplicité raconter mon histoire avec les jeux vidéo, et en particulier mon rapport à la génération de consoles qui fut pour moi la plus marquante. Je parle de celle qui a débuté en 2005 avec la Xbox 360, suivie dès 2006 par la PlayStation 3 et la Wii, pour se terminer à peu près 10 ans après. La 7e génération. Mais avant ça, introduisons le sujet. Mon premier souvenir le plus lointain concernant les jeux vidéo remonte à lorsque nous rendions visite à ma famille de Rouen. Mes cousins avaient une Super Nintendo, et j'ai quelques flashs qui me reviennent où nous sommes tous assis sur un lit en train de regarder l'un de nous jouer à un jeu Mario. Je devais avoir aux alentours de 5 ans, et je me rappelle être captivé par ce qu'il se passe à l'écran. C'est lorsque je suis arrivé au CP, et après d'âpres négociations, que j'ai pu obtenir ma première console. Une Game Boy Color, avec un jeu, les fous du volant. C'est assez ironique car les jeux de course ne sont vraiment pas mon genre préféré. Mais la vérité, c'est qu'à la base, j'avais choisi un jeu Astérix, mais qu'une fois arrivé dans la voiture de mon père, nous avons constaté que la boîte était vide. Heureusement que dans le magasin, personne ne mit ma parole en doute, et je pris par dépit les fous du volant. Même le prix m'a marqué. 250 francs, 500 francs la console. Mon père n'en revenait pas que ce soit aussi cher, et il me l'avait bien fait savoir. Plusieurs années plus tard, j'ai revendu cette Game Boy Color pour 11 €. Je me blâme suffisamment à ce sujet, rassurez-vous. Bref, quand j'ai eu ma Game Boy, j'ignorais tout du principe des nouvelles générations de consoles, du commerce, etc. En même temps, à cet âge, qu'est-ce que je pouvais piger à tout ça ? Assez rapidement, la Game Boy Advance est arrivée. Les jeux sur Game Boy disparaissent très vite. À l'école, un camarade me répétait sans cesse que sa Advance était bien meilleure que ma Game Boy et que ses jeux étaient bien plus cool. En tant que bon petit consommateur, quelques années plus tard, j'obtins à mon tour une Game Boy Advance. Mais rapprochons-nous des consoles de salon. J'arrive en 6e et j'aimerais en avoir une. Je ne connais pas grand-chose. Jusqu'à présent, j'ai été influencé par Nintendo. J'ai quelques jeux sur ordinateur, notamment Rayman 3, mais sinon rien de folichon. À ce moment-là, on est juste avant la génération qui nous intéresse. Les 3 consoles qui se partagent alors le marché sont la PlayStation 2, la Xbox et la GameCube. Dans le choix qui s'offre à moi, il y a un facteur que je ne peux négliger, le prix de ces consoles. Et moi, quand j'arrive au milieu de tout ça, il y a une offre. La GameCube avec Mario Kart Double Dash pour 99 €. L'affaire du siècle. Sauf que j'ignorais encore beaucoup de choses concernant le marché du jeu vidéo, notamment le principe des exclusivités. J'ai donc une pensée pour ceux qui ont connu la même frustration que moi en voyant les rayons Xbox et PlayStation 2 remplis de jeux face aux petits rayons qui étaient réservés à la GameCube. De même pour la durée de vie de la console. Lorsque j'obtiens la GameCube, il ne lui reste plus que 2 ou 3 ans à vivre sur le marché avant l'arrivée de sa petite sœur. Alors qu'en face, je constate que la PlayStation 2 bat tous les records, en restant dans le game pendant plus de 10 ans, avec des jeux qui ont l'air géniaux. GTA, Ratchet & Clank, Jak and Dexter, Star Wars Battlefront. La frustration est grande. Pour autant, je garde de très bons souvenirs sur GameCube. Je repense notamment à Call of Duty 2 Peak Red One, qui n'a jamais été cité comme le meilleur Call of, loin de là, mais qui a été un véritable coup de cœur pour le jeune collégien que j'étais. Nous voilà au moment où la génération de consoles suivante arrive. Le principe de la next-gen. C'est à ce moment-là que j'ai appris ce mot d'ailleurs. Bien qu'au début, je défendais les mérites de la future Wii auprès de mes potes du collège, je dus me rendre à l'évidence. Son futur catalogue de jeux n'allait pas me correspondre. Je me souviens pourtant que les pubs et les vidéos montrant sa manière de jouer m'avaient attiré, surtout pour les FPS, où l'immersion semblait dingue grâce aux mouvements super réalistes qu'on était censé devoir faire pour viser, se battre. La suite nous montra que la précision des mouvements était bien loin d'être aussi poussée. Mais clairement, je ne voulais plus passer à côté de futurs gros jeux qui sortiraient très probablement uniquement sur Xbox 360 et la PlayStation 3.
Je tournais donc le dos à Nintendo pour me retrouver face à un choix cornélien. Microsoft ou Sony? Et je voudrais déjà m'attarder sur cet aspect, le choix de la console. Quand on n'a pas le luxe de toutes les avoir, il faut miser sur une. Et je trouve que la génération Xbox 360, PlayStation 3 et Wii reste jusqu'à présent la génération où il était le plus difficile de faire un choix. C'était comme ton Pokémon de départ. D'un côté, la Wii, même si pour ma part, je ne souhaitais pas poursuivre sur Nintendo, renoncer à la nouvelle manière de jouer qu'elle proposait n'était pas simple pour autant. Je savais que je n'allais pas retrouver ça chez les deux autres consoles, et ça m'embêtait quand même. D'ailleurs, mon expérience fait que je vais assez peu parler de la Wii. Mais j'ai aussi été témoin de son succès, qui est bien entendu mérité, ne serait-ce que pour la prise de risque de Nintendo. Microsoft fut plus timide à ce niveau-là, avec la Kinect, mise sur le marché plus tard, et Sony qui tenta d'inclure également le contrôle par le mouvement des manettes, mais sans réussite. Concernant le choix entre la Xbox 360 et la PlayStation 3, j'étais dans une impasse. Encore aujourd'hui, des gens affirmeront que la 360 était la meilleure des trois, tandis que d'autres diront que c'était la PlayStation 3, à 100%. Et il y a débat. Mais pourquoi ce choix demeurait, pour moi, si compliqué? D'un côté, la 360, une console avec la manette la plus confortable pour jouer, des exclusivités annoncées qui me font de l'œil depuis longtemps, Halo, Fable, Gears of War, un système de succès sympa qui est absent de la PlayStation 3 à ce moment-là, et le jeu en ligne bien plus travaillé, mais payant. De l'autre côté, la PS3, avec laquelle on peut jouer en ligne gratuitement, des exclusivités aussi qui me font de l'œil, MotorStorm, alors c'est vrai que j'étais pas fan des jeux de course, mais je sais pas pourquoi celui-là, vraiment j'ai eu un coup de foudre. Mais aussi Resistance, Ratchet & Clank, Uncharted, God of War, un lecteur Blu-ray, ou encore des performances annoncées comme incroyables. Choisir une console était synonyme de renoncer à certains jeux. Et ça, pour un joueur, c'est dur. Je me rappelle avoir même acheté un magazine Console Plus, où ils avaient mis en gros titre « Quelle console choisir ?» Chaque avantage et inconvénient était indiqué, pour qu'au final, ils conseillent la 360. Cependant, un facteur a pesé dans ma balance. Vous voulez savoir lequel? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de ce petit gars en primaire, frustré de constater que sa nouvelle Game Boy Color était déjà bientôt obsolète? Ce même petit gars qui, une fois au collège, a eu quasiment le même tour avec sa GameCube? Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. La durée de vie de la console. L'élément qui m'a décidé dans mon choix était le nombre d'années de service que m'offrirait la console avant que sa successeuse n'arrive. À quel point l'histoire que j'entamerais avec elle serait longue ou pas. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous pigez le principe. Mon raisonnement fut le suivant. La PS3 est sortie plus tard que la 360. La PS2 a duré une dizaine d'années, soit quelques-unes de plus que la Xbox. Donc, la PlayStation 3 durera sûrement plus longtemps que la Xbox 360. Voilà. C'est sur ça que je me suis décidé. Pour Noël, j'ai réussi à obtenir l'un des derniers starter packs disponibles avec la PlayStation 3 60Go, qui lisait les jeux PlayStation 2, bon, ça m'a servi une fois, qui avait 4 ports USB, autant vous dire que 3 n'ont jamais servi, et qui avait 2 manettes, sans vibration. Et également 2 jeux, Resistance et le fameux MotorStorm. A la base, ce pack était à 600€, et suite au mauvais démarrage de sa console, dû à son prix, Sony avait baissé le prix du pack à 500€, et dans la foulée, il allait lancer une version moins chère de sa console, avec bien sûr moins de ports USB, pas de rétrocompatibilité, et un disque dur de 40Go. En termes de rentabilité, ça restait plus intéressant de choper un starter pack. Et j'ai bien galéré pour réussir à en avoir un. Si, selon moi, cette génération est la meilleure, la plus marquante, c'est non seulement pour la qualité des nouveautés que ces consoles apportent, mais aussi pour la qualité de ces jeux. Je ne suis pas un grand amateur de jeux en ligne. Alors certes, j'ai passé des heures sur Counter-Strike, en particulier Condition Zero et un peu sur CS Source. J'ai aussi joué des centaines d'heures à Age of Mythology en ligne. Et encore aujourd'hui, je joue à des jeux comme Fall Guys, Sea of Thieves. Mais là où je me retrouve en tant que joueur, c'est dans les histoires solo. Ou à la limite, en coopération de joueurs. Ce que je recherche, c'est une narration qui arrive à me transporter au point de m'attacher au personnage, de ressentir des émotions selon les événements qui ont lieu. Avoir cette sensation assez particulière lors du générique de fin.
Cette satisfaction d'avoir terminé le jeu, tout en étant triste que ce soit fini. Et autant dire que cette génération m'en a donné pour mon argent. Déjà, je m'attarde rapidement sur le studio Rockstar, et vous comprendrez pourquoi. Cette génération nous a offert GTA 4. Je me souviens de l'événement lors de sa sortie. Je devais faire attention littéralement à ne pas me faire spoiler lors des récréations, tellement on était nombreux à l'avoir. Il y a même eu 2 extensions par la suite que j'ai trouvé géniales. On a eu aussi droit à Red Dead Redemption, le jeu de Far West qu'on attendait. Je me rappelle d'ailleurs l'avoir eu à 50€ sur Le Bon Coin à sa sortie, sous blister, mais bizarrement sans ticket de caisse. Bon, j'ai compris plus tard que ça devait sûrement être tombé du camion. Je jouais entre les 2 révisions du bac français, et j'accompagnais John Marston, bandit repenti, à la solde d'une agence fédérale, forcé de traquer ses anciens complices pour libérer sa femme et son fils, avec une fin magistrale qui ne peut pas laisser le joueur de marbre. Je me souviens avoir été écœuré par cette injustice, et pourtant, pour rien au monde, je ne la changerai. On a eu aussi GTA V et ses braquages incroyables. Je me souviens de cet été où je me suis retrouvé littéralement tout seul pendant une semaine avec quasiment personne à voir. Autant vous dire que j'étais content de pouvoir passer du temps avec Michael, Trevor et Franklin. Bon, un peu moins Trevor quand même. Et d'autres jeux, Max Payne 3 auquel je n'ai pas joué mais qui est un incontournable pour beaucoup. Le studio LA Noire qui a été accompagné par Rockstar et qui a sorti un des meilleurs jeux d'enquête. Et il y a eu aussi bien sûr des jeux dingues qui ont démarré avec cette génération de consoles. Je parle par exemple de Uncharted, le jeu de chasseur de trésors. Il n'est pas sans défaut, mais l'histoire nous transporte aussi. En découvrant qu'il y avait des zombies dans le premier, je n'ai plus osé y toucher pendant des jours. Ouais, j'étais pas fan des jeux d'horreur, zombies, tout ça. The Last of Us. Le scénario du jeu n'invente rien, mais ce n'est pas là que le focus est mis. On veut nous faire vivre la relation entre les 2 personnages, Joel et Ellie. Et c'est carrément réussi. On a presque envie de raisonner nous-mêmes les personnages à certains moments du jeu. J'ai dû me faire violence pour oser y jouer, malgré mon aversion pour l'horreur zombie. Depuis, j'aime bien. Assassin's Creed. C'est sur la PlayStation 3 et la 360 que la saga a débuté et où les meilleurs épisodes sont sortis. La trilogie Ezio Auditore, qui nous immerge dans la période de la Renaissance et où on côtoie des personnages historiques, tout en suivant toute la vie d'Ezio. C'est un des personnages auxquels je me suis le plus attaché, et ça donnait vraiment envie de s'intéresser à cette période de l'histoire. Je pourrais parler de Assassin's Creed Black Flag aussi, qui rivalise encore aujourd'hui avec des jeux de pirates bien plus récents. Gears of War. Mon meilleur ami était parti du côté 360 et, grâce à lui, j'ai pu faire le 1 et le 2 en coopération, écran scindé, chez lui, et constater à quel point ces jeux étaient géniaux. Le fait de pouvoir faire l'histoire à 2 joueurs fut incroyable. Et je suis reconnaissant, sincèrement, envers les développeurs pour tous ces souvenirs. J'ai encore le regret de ne pas avoir pu faire le 3. D'ailleurs, grâce à mes potes en général, j'ai pu découvrir Mass Effect, BioShock, Arkham Asylum, qui ont démarré aussi avec ces consoles. Et bien sûr, je pourrais évoquer d'autres jeux tout aussi marquants si ce n'est plus. Mafia 2, Heavy Rain, Halo 3, Skyrim, Infamous, qui avait été gratuit suite au piratage du PlayStation Network, que j'ai pu découvrir grâce à ça. Far Cry 3, Call of Duty 4, et bien sûr Call of Duty Black Ops. Il faudrait des heures pour parler de ces jeux. Et en écrivant cet épisode, je prends encore plus conscience que cette période du jeu vidéo était incroyable. Autant au début, je remettais en question mon impartialité, car je sais que l'effet nostalgie influence, comme certains dessins animés de mon enfance qui paraissaient excellents à l'époque et qui pourtant ne sont clairement pas dingues. Cette génération de consoles m'a suivi de la fin du collège jusqu'à une partie de mes années fac. Bien sûr qu'elle a une place privilégiée pour m'impacter, d'autant qu'aujourd'hui, je joue bien moins qu'avant. Pour autant, même si elle a son influence sur mon impartialité, ma nostalgie ne peut changer mon avis sur le constat que je fais au sujet des générations de consoles et des jeux qui suivent. En 2012, la Wii laisse doucement sa place à la Wii U, une console tellement anecdotique qu'elle durera moins de 5 ans. S'en suivra la remplaçante de la 360 en 2013, la Xbox One, qui a fait parler d'elle parce qu'elle exigeait à la base une connexion internet permanente avec en plus une caméra Kinect inclus, et parce qu'elle voulait réduire le marché des jeux d'occasion, un aspect essentiel du jeu vidéo pourtant. Elle ne rencontra pas le succès de sa grande sœur et laissa sans difficulté la PlayStation 4, sortie presque au même moment, dominer le marché, mais sans éclat. Déjà là,
le choix de la console n'était plus si cornélien. De mon côté, je poursuis en toute logique mon aventure chez Sony en me prenant la PlayStation 4 lors d'un Black Friday. Bien sûr, cette nouvelle génération a vu son lot de jeux incroyables. Spider-Man, Uncharted 4, qui, je trouve, conclut la série de façon parfaite. Pitié ne ressortez pas Nathan Drake du placard. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, God of War, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, qui reste une de mes meilleures expériences en jeu vidéo. Arthur Morgan est l'un des personnages les plus attachants avec lesquels j'ai joué. Les détails de ce jeu sont juste dingues. Encore 6 ans après, il est bluffant. Mais déjà là, on remarque que plusieurs des meilleurs jeux sur ces consoles sont soit des suites de titres sortis sur 360 et PS3, soit des jeux également disponibles sur ces dernières, donc de simples portages ou de remastered. Alors ce n'est pas propre à cette génération, mais je trouve que c'est à partir d'elle que cela prend une trop grande place. J'évoquais Rockstar. La PlayStation 4 et la Xbox One n'ont eu que Red Dead Redemption 2. Je ne compte pas GTA V qui sort littéralement avec chaque nouvelle console. Quand on voit ce à quoi on a eu droit avec la génération précédente, et d'ailleurs même avec celle de la PlayStation 2 et Xbox concernant les jeux Rockstar, c'est frustrant de voir ce dont on doit se contenter. Et parlons des suites également. Tellement de licences se sont noyées dans des suites à rallonge, sans saveur, où on sent de moins en moins l'envie d'émerveiller les joueurs. Il faut produire plus pour engranger plus d'argent. Gears of War, qui devait être une trilogie, se retrouve avec un numéro 4 et 5, pas terrible, et 3 spin-offs. Et un autre titre est encore prévu. Halo voit sa sauce rallonger aussi, et on se retrouve avec 6 Far Cry, sans compter les spin-offs, il y en a 6 aussi. Assassin's Creed, déjà bien exploité avec la PlayStation 3 et la 360, il y en a actuellement 13, et 1 en attente. Sans parler des séries dérivées sur PlayStation Portable, etc. Pour Call of Duty, c'est encore pire. 20 titres pour la série principale. C'est devenu FIFA. Un nouveau chaque année. Et c'est limite triste de voir des licences qui nous ont émerveillés à l'époque dépérir de la sorte. La PlayStation 5 et la Xbox Series sortent à leur tour en 2020, sans parvenir à se démarquer avec leurs jeux. La plupart de leurs meilleurs titres sont à ce jour également disponibles sur PlayStation 4 et Xbox One, voire même sur 360 et PS3. Encore aujourd'hui, je vois des rayons de jeux PlayStation 4 de la même taille, voire plus grands que les rayons de PlayStation 5. On continue dans le même élan avec des suites, des portages. On se retrouve encore avec Last of Us version PS5, Uncharted, Halo. De son côté, la Nintendo Switch parvient à réparer amplement le flop de la Wii U, même si on a du mal à imaginer la console vivre sans Mario et Zelda. Et malheureusement, la démocratisation des consoles sans lecteur CD se fait de plus en plus, obligeant le joueur à acheter le jeu au format dématérialisé, sans possibilité de le revendre, logique, ou de collectionner, et ça c'est plus triste. À l'heure actuelle, c'est encore possible d'avoir la version de la console avec un lecteur, mais ça ne présage rien de bon pour la suite. On se retrouve avec une logique de location à long terme et non de propriété. On retrouve également de plus en plus de jeux que l'on doit continuer de payer avec un système de pay to win, de season pass ou de game pass. Je trouve que la génération PlayStation 3, Xbox 360, Wii était la dernière génération innocente à ce sujet. Il y avait déjà les DLC, mais l'ampleur était beaucoup plus limitée. On pouvait acheter des jeux en démat, mais le joueur demeurait davantage libre de ce choix. Cette génération s'est démarquée par son lot de nouveautés en termes de jeux. Des licences qui ont connu un tel succès que nous sommes nombreux à avoir été marqués par ces mêmes jeux. Un succès qui fait que les éditeurs s'y réfugient, encore aujourd'hui, pour assurer les rentrées d'argent sans chercher la prise de risque, et quitte à nous servir des plats réchauffés sans saveur. C'est le revers de la médaille, j'imagine. Les enjeux financiers n'ont plus les mêmes proportions, les budgets accordés aux jeux sont colossaux, ce qui fait qu'un flop peut avoir des conséquences dévastatrices. Le rapport entre l'éditeur et le joueur n'est plus le même non plus. La relation est devenue distante. Bien sûr, tout cela n'a toujours été qu'un business, la finalité reste de faire de l'argent. Mais j'aime à penser que l'amour pour les joueurs et pour le jeu possédait quand même une place importante auparavant. Beaucoup de joueurs se tournent désormais vers les jeux de studios indépendants, à plus petit budget, mais qui veulent se démarquer et qui pour ça n'hésitent pas à innover. Sûrement en partie parce que leur réussite dépend davantage de l'aspect novateur du jeu qu'ils proposent.
Je vais terminer avec un dernier aspect qui a marqué pas mal de joueurs de cette 7ème génération de consoles. Tout à l'heure, je vous parlais d'un ami qui avait la 360. Après quelques années, sa console a connu les fameux 3 Rings of Death. Ces 3 LED rouges qui s'allumaient à la place des 4 LED vertes habituelles et qui indiquaient ni plus ni moins la mort de la console. Je peux vous dire qu'il était bien dégoûté. Ayant la PlayStation 3, je me disais que mon choix avait définitivement été le meilleur. Jusqu'à ce que ma console connût la Yellow Light of Death, propre au modèle PlayStation 3 Fat du Starter Pack, s'illustrant par cette petite lumière jaune à l'allumage qui envoya ma console directement au Valhalla du jeu vidéo. Même les pannes de ces consoles avaient plus de charisme.